Bonsoir à tous, bienvenue sur ce plateau, le plateau de Vosges Télévision qui vous propose le premier débat des législatives 2022 sur notre chaîne qui va donc se concentrer pour cette première sur la troisième circonscription des Vosges. Débat en partenariat avec nos confrères de Vosges Matin dont j'accueille tout de suite la chef d'agence de Remiremont, Estelle Lemerle-Cohen. Bonsoir Estelle. Bonsoir Jean-François. Et merci Estelle d'avoir accepté effectivement de co-animer avec nous. Avant de vous présenter les invités qui sont autour de ce plateau, un mot comme nous l'impose l'ARCOM, l'ex-CSA, des 4 candidats qui ne sont pas sur ce plateau. On va les voir en tableau avec Anne-Caroline Herbe qui se présente sous les couleurs de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour pour être tout à fait clair. Marina Collin-Duparc sous la bannière des Patriotes, le parti de Florian Philippot. Stéphanie Bailly représente Lutte ouvrière et Florian Zirguel est étiqueté divers, ce qui ne veut absolument rien dire, on est bien d'accord, mais c'est un proche du parti pour la décroissance. Sont présents sur ce plateau 4 candidats, donc avec d'abord Béatrice Pirat, candidate de l'Union de la gauche baptisée pour ces élections NUPES, il faut s'y faire, NUPES, NUP, Nouvelle Union populaire écologique et sociale. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va préciser tout de suite que vous êtes membre d'Europe Écologie Les Verts, la seule candidate d'ailleurs dans les Vosges à être encartée EELV. Le député d'hiver droite, député sortant, Christophe Negelen, bonsoir. Bonsoir. On va rappeler que vous avez siégé dans le groupe UDI et indépendant. Stéphanie Villemain, candidate d'ensemble l'Union de la majorité présidentielle qui regroupe Renaissance, ex-La République En Marche, le MoDem de François Bayrou et Horizon, le parti d'Édouard Philippe. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Merci d'être sur ce plateau. Et enfin Pierre-François, candidat du Rassemblement national. Bonsoir Pierre-François. Bonsoir Jean-François Verrier. Et merci d'être également sur ce plateau. Un petit mot d'abord sur cette troisième circonscription des Vosges. Ce sont 41 communes, vous pouvez m'arrêter si je dis des bêtises, un peu plus de 80 000 habitants. La moyenne d'âge est la plus élevée du département, 48 ans contre 41 ans de moyenne nationale. Des atouts touristiques évidents, ça n'a échappé à personne, mais une démographie en baisse. Il y a un taux de retraités sur le territoire qui est un petit peu plus fort qu'ailleurs, mais dans le même temps un taux de pauvreté inférieur à la moyenne. Terre de contraste donc, voilà pour quelques données qu'il faut avoir en tête avant le démarrage de ce débat. Votre temps de parole, mesdames et messieurs, sera comptabilisé, là encore comme nous le recommande l'ARCOM. Vous verrez donc les horloges que notre réalisateur Vincent Louis, que l'on salue, va systématiquement mettre en bas de l'image. On va vous soumettre 7 thèmes, on va faire un petit peu scolaire pour démarrer cette émission si vous le voulez bien. On va devoir demander à chacun d'entre vous de se présenter, puisque tous les électeurs ne vous connaissent pas forcément, et nous expliquer évidemment les motivations de cette candidature à la députation par tirage au sort. C'est vous, Stéphanie, oui, c'est Stéphanie Villemain qui a gagné ce tirage au sort, je dis bien, et c'est donc vous qui allez ouvrir le bal, entre guillemets. Présentez-vous et dites-nous pourquoi vous avez souhaité être candidate sur cette troisième circonscription. Alors je suis Stéphanie Villemain, j'ai 52 ans. Je suis chef d'entreprise depuis 26 ans, des entreprises que j'ai créées. Donc une qui parle un peu aux montagnes vosgiennes, c'est une marque de ski. Je me suis engagée en politique il y a 6 ans avec l'arrivée d'Emmanuel Macron parce que je pensais qu'il était important qu'il y ait des personnes de la société civile qui s'engagent. Il est important que les femmes s'engagent en politique. Il est également important qu'on puisse porter des idées et de droite et de gauche, parce que moi, je suis quelqu'un qui vient d'un milieu social modeste. Donc, je sais ce que c'est de devoir soutenir, en fait, certaines catégories de personnes. Mais je me suis construite autour du sport, que j'ai commencé en compétition à l'âge de 6 ans, également autour de valeurs du travail. Et je veux qu'on puisse libérer les énergies, qu'on puisse produire de la richesse pour pouvoir redistribuer. Alors, vous êtes une femme du massif. Il faut préciser quand même que vous ne résidez pas sur cette circonscription. Tout à fait. Alors en fait, j'ai un grand-père ajolais, donc j'ai des origines du côté vosgien des Vosges, mais je suis née à Münster. Et donc j'ai un autre pied du côté alsacien, mais les problématiques du massif des Vosges, en fait, que l'on soit du côté alsacien ou du côté vosgien, en fait, sont les mêmes. Après, si vous êtes élu, si je suis élue, évidemment, je m'installe dans la troisième circonscription des Vosges, c'est une évidence, et je me consacre à 100% à ce mandat, parce que pour moi, il est important au niveau des électeurs de finalement être totalement engagé dans cette mission de député. Donc j'arrête mes activités professionnelles. Je ne veux pas briguer d'autres mandats. Ce sera celui de député pour être à 100% active pour la circonscription, à la fois
pour défendre, mais surtout pour promouvoir, parce que je pense que c'est important d'avoir de l'ambition. Et je pense qu'il est aussi important d'arriver avec un regard qui peut être un regard un peu plus neuf, parce qu'on a des problématiques et la façon dont on peut les résoudre de façon différente. J'ai également des attachements dans les Alpes, donc la montagne, il y a différentes façons finalement de pouvoir la promouvoir. Et c'est important pour moi d'apporter aussi mon expérience, cet œil à la fois neuf, et je fais le tour de toutes les circonscriptions. Je serai sur ces 3 semaines de campagne qui restent avant le premier tour. Je fais le tour de toutes les communes, des 41 communes, parce que je veux pouvoir me présenter et avoir le retour à la fois des élus. Béatrice Pierramel, même question. Présentez-vous d'abord et puis expliquez-nous pourquoi vous avez souhaité être candidate sur cette circonscription-là. Alors, je m'appelle Béatrice Pierrat, j'ai également 52 ans. Je suis originaire du syndicat où j'ai fait ma scolarité, école municipale du syndicat, collège du Banc-de-Vanier, lycée à Remiremont, à l'époque ça s'appelait le lycée de Béchamp, aujourd'hui André Malraux. Et je fais partie des Vosgiennes et des Vosgiens qui, pour des questions d'études supérieures et de travail, ont quitté le département. Comme, je dirais, la moitié de celles et ceux qui étaient avec moi à l'école primaire. Certains sont revenus, d'autres non, évidemment. Exactement. Pourquoi être revenu, alors ? Alors, attendez. Ouais. Aujourd'hui, je réside en Île-de-France. Je me suis engagée en politique il y a maintenant 2 ans sur la campagne des municipales, puis l'année dernière sur la campagne des départementales dans les Yvelines. Mais mon cœur est dans les Vosges. Ma famille est dans les Vosges. Moi, je suis originaire du Haut-du-Taux. Mes parents habitent toujours le syndicat. Mon frère habite Remiremont. Je possède une maison au syndicat. Et j'ai souhaité m'engager dans les Vosges parce que je suis très attachée à cette terre. Et je vois qu'il y a des choses qui se passent ici que je veux défendre. Je veux défendre les plus démunis, je veux défendre l'attractivité du territoire et mettre toute mon énergie au service de cette circonscription qui m'est chère, qui est ma circonscription de cœur. Donc même question qu'à Madame Villemain, si vous êtes élue... Alors, si je suis élue, aujourd'hui je suis, comme Madame Villemain, salariée, donc je ne suis pas une politicienne de métier. Je pense que c'est important, effectivement, qu'il y ait une passerelle entre la société civile qui connaît les problématiques du quotidien et puis le monde politique. Si je suis élue, je suspends mon contrat de travail, j'abandonne mon mandat de conseillère municipale pour venir résider à plein temps dans les Vosges et être au contact du territoire. Alors je précise qu'en tant que candidate de la NUPES, la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, j'ai le soutien des différents partis de gauche et je suis également soutenue par un collectif local qui s'appelle Agir pour le bien commun, qui me permet d'être maillée avec non seulement les associations, mais aussi les industries de la circonscription. Christophe Negelen, pardon. Oui, pardon, non. Donc Christophe Negelen, 38 ans. Je suis député de la 3e circonscription des Vosges depuis 5 ans maintenant. Je suis né à la maternité de Remiremont. J'ai fait ma scolarité à Saint-Maurice, puis au lycée André Malraux à Remiremont. J'ai eu aussi une carrière professionnelle hors du département. J'y suis revenu il y a un peu plus de 13 ans maintenant. Bien avant de m'engager en politique, je suis revenu à mes racines, où je dirige une entreprise familiale que j'ai continué et que je continue à développer, parce que contrairement à ce que disent mes 2 collègues, quand on part du principe que les élus doivent venir de la société civile, si on ne veut pas qu'ils se perdent dans les ors de la République et si on ne veut pas qu'ils décrochent complètement du terrain, il est important de garder un ancrage dans le monde réel et notamment dans le monde entrepreneurial et la vie de l'entreprise. Depuis 5 ans que je suis député, c'est plus de 2400 manifestations auxquelles j'ai participé dans la circonscription, c'est plus de 1500 rendez-vous à ma permanence, c'est plus de 495 interventions à l'Assemblée nationale, toujours pour parler des problématiques concrètes de notre territoire, du territoire, je le répète, où je suis né, où je vis tous les jours, où j'ai mes attaches aussi. Et en fait, le mandat de député, c'est ça. C'est être présent, actif, dynamique à l'Assemblée, être présent, actif et dynamique dans la circonscription. On doit marcher sur 2 jambes quand on est député, une jambe nationale, une jambe locale. C'est ce que j'ai fait depuis 5 ans. Ce mandat-là, tout ce que je fais, je le fais avec passion. J'ai fait ce mandat-là avec passion et c'est pour ça que je me représente devant les électeurs aujourd'hui pour continuer pendant 5 ans à faire ce mandat et à défendre notre territoire vosgien et notre massif.
Pierre-François, présentez-vous également. On vous a connu sur un autre territoire, puisque vous êtes présenté effectivement sur celui d'Épinal. Je vous laisse, allez-y. Donc Pierre-François, 35 ans. J'ai décidé aussi de me présenter à l'élection législative, donc sous le territoire de la 3e circonscription des Vosges. Des Hauts-de-Vosges, donc c'est un territoire que je connais très bien. Comme Christophe, j'y suis né, j'y ai grandi. Donc je suis né à l'hôpital de Remiremont, à la maternité plutôt. J'ai évolué au Fossard aussi, et j'ai même fait une petite année au collège Charlet à Remiremont, avant d'être déraciné des Vosges pour aller à Nancy pour suivre une scolarité également, même un peu plus tôt que les autres, j'ai envie de dire. Donc pour poursuivre mes études, ma scolarité, des expériences professionnelles. Donc aujourd'hui, vous vous sentez plus Romarimontain, en tous les cas du Massif, que Spinalien. Oui, en fait, je me suis toujours senti Romarimontain, Vosgien, on va dire ça, c'est plus simple. Après, si vous parlez de mon expérience politique, c'est vrai que c'était suite à un engagement politique qui venait d'arriver suite à mon retour dans les Vosges. Et j'avais décidé de porter haut les couleurs en fait, du Rassemblement national de Marine. En fait, si vous voulez, à mon retour, j'ai compris les injustices qu'il y avait entre les pôles urbains et la ruralité. D'une part, je trouve qu'il y avait une différence de traitement, notamment au niveau des services publics et de la santé. Donc c'était vraiment ça qui m'avait motivé à l'époque, et qui me motive toujours d'ailleurs. Et j'ai ressenti un appel des habitants de la 3e circonscription des Vosges en ayant porté le projet de Marine Le Pen en tête dans toutes les communes quasiment de la 3e circonscription des Vosges. Ils ont exprimé un sentiment d'injustice, je pense, et d'abandon. Et c'est la raison pour laquelle je me présente à eux pour être leur porte-parole à l'Assemblée nationale, pour défendre un projet alternatif à celui d'Emmanuel Macron, qui, pardon de le dire, mais c'est quand même la seule alternative qui a été portée par les Français. Et il faut un groupe puissant à l'Assemblée nationale. Marine Le Pen a parlé d'un objectif à 60 députés, oui, cet objectif, ce qu'on lui a reproché d'ailleurs, puisque... Mais c'est un objectif réaliste, un objectif crédible, parce que 60 députés, ça permet de saisir le Conseil constitutionnel si les réformes d'Emmanuel Macron nous semblent trop violentes, trop dures pour le pays. Un dernier mot sur cette présentation, sur la dispersion entre guillemets des voix de la droite radicale, puisque vous avez bien saisi évidemment qu'il y a donc une candidate Reconquête et une candidate des Patriotes. Il n'y a pas eu d'accord possible, vous n'avez pas cherché à avoir d'accord. J'appelle au vote utile. En fait, on défend pour certains une partie de notre projet est englobée dans ce qu'ils défendent. Donc c'est des candidatures qui sont portées. Moi, je le prends comme une distorsion un petit peu de notre projet. Il est caricatural pour certains, il est dans la rue pour d'autres. Et je propose quelque chose de sérieux, quelque chose de crédible. On a fait un travail quand même assez énorme avec Sébastien Habert dans le département. Nous sommes tous les deux conseillers régionaux et on veut offrir au département des Vosges... Un travail, pardon de vous couper, mais que nous n'arrivons pas, de fait, c'est factuel, à capitaliser sur les élections locales ou semi-locales. Le travail d'implantation sera très long, c'est très dur. Voilà, il y a une droite qui est en place depuis longtemps, qui est l'héritière de grands hommes politiques comme Poncelet et Seguin. Et c'est difficile de faire sa place, mais il faut prendre le temps. C'est pour ça que je m'engage dans un temps long. Voilà, je vous annonce que je vais rester longtemps dans cette circonscription. Et il faut faire ce travail d'implantation, les Vosgiens en ont besoin. Il y a un risque quand même d'avoir une direction départementale qui est autour d'une même famille politique depuis trop longtemps. Il n'y a plus assez d'opposition. Voilà, on le voit dans certaines communes au municipal, vous avez des listes qui étaient seules. Voilà. Alors, question qui n'était pas forcément prévue, mais qui me vient, donc je vous la pose. C'est aussi simple que ça. C'est vrai qu'on est sur une logique, a priori, selon les sondages, d'une participation autour de 50%. Est-ce que dans votre esprit, il peut y avoir triangulaire sur votre circonscription? Et est-ce que c'est un scénario que vous envisagez vraiment fortement? Aujourd'hui, on nous dit clairement qu'il y aura très très peu de triangulaire en France, et dans les Vosges en particulier. Est-ce que c'est une option et quelque chose que vous avez en tête, Madame Pierrat? Alors effectivement, on envisage... Il va falloir faire sans doute 25% des voix pour être... si on part sur ces 12,5 des inscrits, on va réexpliquer les choses. Il faut donc imaginer peut-être une participation à 50%, peut-être même moins. Et donc il va falloir faire 25, 26, 27%. Pardon. Tout est possible. Je dirais que, comme on vient de le dire, on est dans un moment électoral qui est assez particulier. Quand on rencontre les gens sur les marchés, dans la rue, beaucoup de gens sont déçus de la politique. Du côté des forces de gauche, où il y a généralement beaucoup d'abstention, on motive les gens pour venir voter. Et je pense qu'il y a une vraie dynamique qui se crée autour de cet élan de la NUPES,
avec une mobilisation forte au niveau national qui se décline aussi au niveau local, puisqu'il y a des articles régulièrement dans Vosges Matin sur le sujet. Et je pense qu'on peut s'attendre à tout sur ces élections. Je pense que rien n'est joué aujourd'hui et on est tout à fait enclin à être dans une triangulaire. Même question, je veux juste vous dire qu'il va falloir que le temps de parole soit un petit peu plus court, il faut qu'on débroussaille un petit peu tous les thèmes derrière. Christophe Nechelem, un petit mot, triangulaire. Concrètement parlant, très, très compliqué, 60 000 inscrits, 50% de la participation, donc 30 000 possibles votants. Il faut 12,5% des inscrits, donc sur les 60 000, ça fait un peu plus de 8 000 voix. Si on prend 2017, j'étais arrivé en tête déjà au premier tour en 2017 avec un peu plus de 9 600 voix. Claude Tirard est arrivé deuxième avec un tout petit peu moins de 9 000 voix, et les autres étaient très loin derrière. Si on prend les 12,5% des inscrits et une participation telle que vous le dites, Jean-François, il y a peu de chance. Il faut être réaliste, il y a peu de chance. Madame Villemain, on part sur un duel, c'est l'hypothèse... En fait, je ne me pose pas du tout cette question-là. Je veux dire, moi, elle se posera peut-être. Hein. Mais oui, mais... on ne se la posait pas non plus, mais nous l'ont posée. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, ce qui est important aujourd'hui, c'est d'être sur le terrain. Bien sûr, c'est le travail de premier tour. Voilà, exactement. C'est de faire le maximum. C'est d'avoir des électeurs qui ont voté Emmanuel Macron au premier et au deuxième tour, qui puissent me faire confiance, et on va essayer de leur donner tous les éléments pour que ce soit le cas, pour qu'on ait une majorité à l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, moi, la question, c'est d'avoir ces électeurs du premier tour des élections présidentielles qui reportent leur voix, qui me fassent confiance, et derrière, le soir du premier tour, on verra... où on en est, mais aujourd'hui, je ne me pose pas du tout cette question-là. Mais vous ne souffrez pas d'un déficit de notoriété sur ce territoire, puisque personne ne vous connaît vraiment? Bien sûr. C'est du coup une campagne accélérée. C'est une campagne de terrain. C'est une campagne de terrain. Je représente quand même des valeurs, un programme. Donc il y a à la fois une dimension nationale dans le vote du député. Je suis là sur le terrain pour me faire connaître. Je suis là sur des plateaux télé. Je suis là également par rapport à des interviews. Donc effectivement... c'est surtout l'étiquette que vous allez mettre en avant? L'étiquette et ma personnalité, je veux dire, je crois que c'est important aussi de dire, voilà, je suis une battante, je suis quelqu'un qui porte des choses, j'ai des convictions, sur une j'ai des campagne valeurs. Très courte, hein, il reste 3 semaines. Sur une campagne très courte, mais je suis sur le terrain du matin au soir et du soir au matin. Donc, Pierre-François, voilà. pour revenir sur la triangulaire, c'est peut-être le scénario, on ne va pas dire rêver, mais du Rassemblement national qui permettrait de tirer les marrons du feu. Vous le voyez comme ça? Tout dépend de la participation. Si l'électorat RN se déplace, on peut gagner, tout simplement. Donc une triangulaire est tout à fait possible si notre électorat qui s'est mobilisé au premier tour se remobilise une nouvelle fois. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire comprendre pendant toute cette campagne. Les dés ne sont pas jetés et puis Macron va faire ce qu'il veut. Non, il y a un combat politique à mener pendant 5 ans. Il va falloir lutter contre ces réformes qui vont être difficiles. Donc j'invite les électeurs à se mobiliser. Effectivement, s'il y a peu de participation, la barre sera haute pour se qualifier au second tour. C'est certain, c'est arithmétique. Allez, on enchaîne tout de suite avec le thème, le premier thème. C'est la préoccupation majeure des Français depuis des mois et des mois. Hein, tous les sondages le prouvent. Le pouvoir d'achat avec une inflation qui pourrait avoisiner, voire dépasser les 5%. On va repartir avec vous, Pierre-François. Mesure phare décryptée par Marine Le Pen, c'est la baisse ou même la suppression de la TVA sur une centaine de produits de première nécessité. C'est toujours l'objectif, c'est toujours ce que vous voulez mettre en avant. Je pense que ça prend vraiment tout son sens aujourd'hui, parce que la baisse des taxes, c'est quasiment le meilleur levier aujourd'hui, parce qu'avec l'inflation, vous avez très justement fait de le rappeler. Donc c'est effectivement un... Sachant que c'est pas ciblé, hein, c'est-à-dire que c'est valable pour tout le monde et que... Oui, par contre, on est les premiers à l'avoir pointé du doigt quand même. Très tôt, Marine Le Pen... On était encore beaucoup branchés passe sanitaire. Très tôt, elle a dit non, c'est le pouvoir d'achat qui pose problème pour les Français. Elle a identifié, donc je trouve que c'est quand même mieux. Oui, elle a imposé le thème. On peut le rendre en bas, mais là, du coup, tout le monde le récupère, tout le monde veut sortir des mesures. Mais sur l'efficacité de la mesure, c'était ça ma question. Le cabinet Asterès, par exemple, a évalué à 13 € par an et par foyer le gain de cette suppression de la TVA. 20 centimes. 20 centimes. Pardon ? Moi, mes calculs, c'était 20 centimes. Ça faisait gagner 20 centimes sur le plein, en tout cas. Pardon, je sais pas de... Non. Moi, je parle sur les 100 produits de première nécessité. Ça fait un gain de 13 € par an. Donc, ça ne change pas la vie, il faut être tout à fait clair. Et sachant que ça profite en proportion davantage aux ménages les plus aisés. C'est comme 20 centimes. La taxe sur les carburants, on considère le carburant comme un produit de première nécessité. Donc, ça nous permettait de le passer de 20 à 5,5.
Donc ça fait une économie de 20 centimes par litre. Donc là, vous voyez bien que chaque jour qui passe, c'est quand même un gain colossal pour les Français. En tout cas, ça permet quand même de relancer l'économie. Parce que le pouvoir d'achat, c'est aussi la consommation des ménages. Et la consommation des ménages, en France, c'est le moteur économique de notre pays. Donc, on parlait de l'inflation, justement. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment desserrer les taux. C'est-à-dire que c'est à l'État de faire des économies, de serrer la ceinture pour permettre aux Français de respirer. Et à tous les Français de respirer. D'ailleurs, on a une proposition aussi dans le programme de Marine Le Pen, c'était d'indexer donc les pensions de retraite sur l'inflation, justement. Ça permet de les protéger, parce que ce sont surtout pour les personnes à peu de revenus. Parce qu'il faut rappeler que la TVA, c'est quand même un impôt injuste, c'est le plus injuste des impôts. Donc il faut savoir qu'on parle de petites sommes, d'accord, mais sur les gens qui ont de peu de revenus, ça compte énormément. Et localement, il y a des actions qui peuvent être menées très rapidement pour aider justement ces ménages en difficulté. Localement, moi, ce qui me vient à l'esprit, ça aurait été par exemple de ne pas augmenter la taxe sur l'immatriculation, comme l'a fait le Conseil régional auquel vous appartenez, M. Najlen, de 42 à 48 euros pour le cheval vapeur. Donc ça, c'était une disposition locale auquel on aurait pu intervenir. Nous, avec notre groupe, on avait proposé de la réduire, parce qu'elle avait été déjà augmentée avant, donc vous n'y étiez pas, mais ça avait déjà augmenté. Avec sous prétexte d'uniformisation des 3 régions, bien sûr, on a pris la région qui avait le tarif le plus élevé pour équilibrer avec les autres. La problématique qu'il y a avec M. François, c'est, étant donné qu'il n'a pas d'idée pour la partie législative et députation, il s'arc sur la partie conseil régional. Il faut simplement savoir que le Rassemblement national, au conseil régional, a décidé qu'il ne se positionnait sur aucun thème. Donc il s'exente de tout vote. Il s'exente de tout vote. En commission et en séance. C'est faux, puisqu'on peut voter en commission permanente, c'est une stratégie pour pas... on ne s'exprime pas en commission thématique. Donc c'est une stratégie de ne pas vous exprimer dans les commissions thématiques. Pour les personnes on s'exprime que quand c'est public, que vous représentez. On s'exprime uniquement. C'est quand même triste. On s'exprime dans l'hémicycle, et moi je vous signale que quand je suis dans l'hémicycle, M. Najlen, moi je suis présent du début à la fin. Ce qui veut dire que dans une intervention et vous sortez de l'hémicycle. Non, c'est faux. On va pas faire le débat du conseil régional ici. C'est M. Najlen qui porte ce débat, il m'a coupé la parole. C'est très bien que ça débatte, il n'y a pas de souci. Stéphanie Villemain, évidemment, vous êtes porteuse du bouclier tarifaire que veut mettre en place le président Macron avec les prix bloqués du gaz et l'électricité, qui est déjà en place depuis l'automne dernier, la remise sur les carburants, le chèque alimentaire. On voit bien que c'est un enjeu majeur, évidemment, pour cette nouvelle mandature. Oui, alors, pouvoir d'achat, évidemment, c'est le sujet urgent actuellement. Et donc, il y a des mesures d'urgence à mettre en place. Et ensuite, il y a peut-être une vision également. On vous a dit avant l'été qu'il y aurait des mesures palpables. Alors, donc, effectivement, pouvoir d'achat, déjà le bouclier tarifaire au niveau des énergies. Donc, on maintient le bouclier sur le prix du gaz et on maintient le bouclier également sur l'électricité. Il faut savoir que les prix ont doublé. Donc, s'il n'y avait pas ce bouclier aujourd'hui en place, la facture de gaz et facture d'électricité des consommateurs aurait doublé. Elle a augmenté quand même, évidemment, mais... bouclier bloqué depuis le mois d'octobre 2021 pour le gaz et 4% pour l'électricité. 4%, c'est déjà mieux que 100%. Donc, il y a un réel gain du pouvoir d'achat. La seconde chose, le chèque alimentaire. Alors nous, effectivement, on n'est pas pour une baisse des taxes, parce qu'on a vu, quand on a baissé, par exemple, les taxes au niveau des restaurateurs, c'est pas pour ça que la facture des restaurateurs a baissé. Parce qu'en fait, ce qui définit le prix, on est dans un marché en fait concurrentiel, c'est la personne qui produit, donc c'est l'entrepreneur. Et effectivement, les études ont bien montré que de baisser les taxes d'avoir une TVA à 0 alors qu'on est déjà à 5,5 sur les produits de première nécessité était beaucoup moins efficace, bénéficier en plus aux plus riches parce que c'est les gens qui consomment le plus. Et donc, il y a, et le gouvernement Borne va le mettre en place, il y a donc un chèque alimentaire qui va être mis en place, qui va permettre de différencier, parce qu'il y a des personnes qui ont beaucoup plus besoin de ce chèque alimentaire, et donc il faut qu'il y ait une justice sur la circonscription, on a une idée de combien de personnes ça peut concerner, ces chèques alimentaires ? Non, parce qu'on ne sait pas encore aujourd'hui où va se situer en fait le barème. Par contre,
pour des sujets plus locaux. Je pense qu'en ruralité, il y a de vrais sujets qui est celui du déplacement. Alors aujourd'hui, évidemment, on a déjà les 18 centimes qui sont pris en charge par chaque litre d'essence, mais quand vous habitez dans la 3e circo, vous avez besoin quasi obligatoirement de votre voiture. Donc je pense qu'il est important de réfléchir et de porter, en tous les cas, un projet de loi pour qu'il y ait une différenciation pas seulement sur les grands rouleurs, parce qu'en fait, vous pouvez aussi avoir des surcoûts importants quand vous êtes dans la ruralité et que vous avez besoin de votre voiture pour systématiquement vous déplacer. Donc moi, j'aimerais bien porter, en tant que députée, avec des autres circos de la ruralité, je veux dire que ce soit la Creuse ou d'autres, quelque chose de différencié qui tiendrait compte à la fois des transports publics ou pas, de la possibilité... On va en parler, des transports un peu plus tard, évidemment. Exactement. Et là, il y a une obligation de prendre sa voiture. Et il devrait y avoir un classement, en fait, en fonction des zones, également pas territorialiser les aides. Exactement, territorialiser les aides, entre autres par rapport au coût de l'essence et au déplacement. Béatrice Pirat, la mesure phare portée par Jean-Luc Mélenchon, mais aujourd'hui par la NUPES, c'est le SMIC à 1 500 €. C'est le salaire d'abord, c'est ça le meilleur levier pour la NUPES? Alors effectivement, une des mesures phares, c'est le SMIC à 1 500 €, mais également un revenu minimum à 1 063 €, que ce soit pour les retraités ou également les jeunes. Pourquoi ? Parce qu'on est quand même dans la 6e puissance économique mondiale et qu'il est inconcevable d'avoir un revenu en dessous du seuil de pauvreté, mais également le blocage des prix sur les produits de première nécessité. Alors aujourd'hui, effectivement, le quartier d'extrême droite s'est emparé du pouvoir d'achat, qui est un thème traditionnel de la gauche, et nous revenons sur ce terrain pour défendre les plus démunis, permettre aussi l'allocation des ressources sans demande, parce qu'aujourd'hui on se rend compte aussi que beaucoup de personnes ont droit à certaines allocations qu'elles ne demandent pas. C'est aussi une façon d'encourager le pouvoir d'achat et de permettre aux Françaises et aux Français, là je ne parle pas uniquement de notre circonscription, mais je parle au niveau national, d'avoir une qualité de vie et un niveau de vie qui leur permettent de mener une vie décente. Christophe Naegelen, vous avez l'avantage de ne pas devoir être dogmatique, puisque vous n'appartenez à aucun groupe. Quelle est votre analyse et quelles sont vos préconisations en matière de pouvoir d'achat? Comme le disait Estelle, à la fois au niveau national, ça concerne tout le monde, mais peut-être aussi sur notre territoire, votre territoire. Au niveau national, j'avais déjà déposé des propositions de loi, 3, dont une d'ailleurs qui avait... aussi été déposé par Alexis Corbière, qui fait partie de la France Insoumise. Parce qu'en effet, quand il s'agit... Il ne faut pas être dogmatique, c'est ce que je disais. Exactement. 3 propositions. La première, la suppression, ou en tout cas la baisse des frais bancaires pour les ménages en difficulté et surendettés. Et typiquement, quand ça avait été présenté dans la niche parlementaire de la France Insoumise, moi je l'avais voté dès demain, et je l'avais même présenté 6 mois plus tôt. La fiscalité énergétique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez 1 litre d'essence, vous avez à peu près 75 centimes de TICPE, donc une taxe. Et dessus, on paye 20%, donc la TVA, sur une taxe. Donc on paye de la taxe sur la taxe. Donc un moment déjà, pour tout ce qui est fiscalité énergétique, gasoil, électricité, gaz, ramener la TVA de 20% à 5,5%, parce qu'on ne peut pas supprimer la TVA, on ne peut pas avoir une TVA à 0%, donc la ramener comme les produits de première nécessité à 5,5% au lieu de 20%. Et l'électricité, le gaz, le gasoil, eh ben, ça concerne tous les Français, tous les jours, et notamment chez nous, dans nos territoires ruraux, où en effet, on use et on utilise beaucoup plus la voiture que ce qu'on peut le faire en ville. Et la troisième mesure que j'avais déjà portée il y a plus de 3 ans de cela, c'était l'indexation, et M. François l'a rappelé, l'indexation des retraites sur l'inflation, parce qu'il n'est pas normal déjà que nos retraités, des personnes qui ont travaillé toute leur vie, arrivent avec des revenus qui soient, pour certains, à moins de 1 000 € encore aujourd'hui. Donc on doit fixer un revenu minimum pour les retraites et derrière l'impacter et que ce soit mis en corrélation avec l'inflation. Pour le petit quotidien, on voit fleurir un peu partout, surtout dans votre circonscription, tout ce qui est déstockage, notamment alimentaire. Notamment à Saint-Étienne-les-Remiremont, où vraiment il y a beaucoup de monde qui se rend dans ces enseignes-là. Parce que c'est des mesures locales, voilà, de bon sens, de personnes et d'acteurs
directe de notre territoire. Vous savez, le gouvernement a mis en place un certain nombre d'aides. Vous parliez de mesures concrètes pour le territoire, pour aider les habitants. Depuis 3-4 ans maintenant, au moment où ça a été mis en place, au niveau de ma prime Rénov', j'aide les citoyens de notre circonscription parce que l'ANA a tellement de retard dans le traitement des dossiers que c'est une avance de trésorerie qui est énorme pour les ménages et que je m'occupe de les aider pour justement simplement qu'ils puissent avoir ce à quoi ils ont droit. Et c'est pour ça qu'on a un vrai besoin de simplification administrative. C'est un tome fort que je porte aussi, qu'on arrête un peu avec toute cette paperasse où les Vosgiens et les Français, on en par-dessus la tête. Il faut des choses simples, des choses efficaces et dont les gens voient le concret directement. Alors on enchaîne avec l'emploi. Je tiens à préciser que Béatrice Piérat est assez nettement en retard sur le temps de parole, donc on va combler tout cela. Sur cette problématique, le taux de chômage dans la 3e circonscription est le plus faible du département, des 3 par rapport aux 3 autres circos. Il a baissé comme un peu partout suite à la forte reprise économique constatée. On peut, ceci étant, et on doit sans doute forcément faire mieux. Comment, tout simplement, Béatrice Piérat? Alors concernant le thème de l'emploi, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a un décalage entre des employeurs qui proposent des offres et puis un marché avec des personnes qui cherchent de l'emploi et qu'on n'a pas cette adéquation. D'où pénurie de personnel qu'on constate partout. Exactement, et qu'on le retrouve d'ailleurs dans Vosges Matin, l'édition d'aujourd'hui, qui signale des difficultés, notamment sur le secteur de Gérardmer, avec le secteur du tourisme. La question concernant l'emploi, c'est comment améliorer cette adéquation entre l'offre et la demande. On voit qu'en fait, c'est un sujet assez complexe qui aborde bien sûr le thème de l'emploi, mais également le thème de la formation. Il faut qu'on ait des formations, avec notamment de l'apprentissage, qui permettent de mettre en relation des personnes formées avec un niveau de qualification qui répondent aux besoins des employeurs. Et pour ce thème, qui à mon avis est un thème national, nous ne sommes pas la seule circonscription à être concernée, et qui inclut les différents partenaires, je pense bien sûr aux industriels, aux artisans, à tous les professionnels, mais je pense aussi aux organisations syndicales, pour pouvoir mettre tout le monde autour de la table avec l'éducation et trouver une façon de répondre à la demande pour permettre d'avoir des emplois, parce que c'est quand même terrible d'entendre des restaurateurs qui nous expliquent qu'ils ne vont pas ouvrir parce qu'il y a une pénurie de personnel alors qu'on est en zone touristique, on en a parlé tout à l'heure, et de l'autre côté, des personnes qui sont en recherche d'emploi et qui ne trouvent pas d'emploi à leur niveau de qualification. Pierre-François, les prévisions font état d'un ralentissement de la commande. Aujourd'hui, on est en fin d'embellie économique, c'est en tous les cas ce que les experts nous annoncent. Et donc, qui dit baisse de la commande, baisse des investissements et donc des embauches, comment est-ce que le Rassemblement national se projette sur les territoires par rapport à cette problématique de l'emploi, cette inadéquation entre l'offre et la demande, mais aussi peut-être un ralentissement de l'économie courant 2022? Il y a un ralentissement de l'économie, effectivement, la croissance est à 0. Alors que l'inflation est là, donc on appelle ça une stagflation. Je voulais quand même rebondir sur les propositions de l'extrême gauche avec le SMIC à 1 500 €. Comment vous allez faire pour ralentir l'inflation avec des salaires qui augmentent? C'est un projet absolument irréalisable, c'est même dangereux pour le pays. Vous risquez de provoquer une hyperinflation et on ne s'en sortira pas. Donc c'est un projet qui me fait un peu froid dans le dos quand même. Donc je pense qu'il faut un petit peu de mesure vis-à-vis de l'inflation. Ensuite, on a de la chance d'avoir un territoire, effectivement, qui avec plusieurs locomotives au niveau du tourisme. On va y venir, il y a un thème touristique un peu plus tard. Oui, c'est vrai, mais on a un tissu, vous l'avez signalé très justement, le taux de chômage est plus faible qu'ailleurs dans les Vosges, et c'est grâce à ça quand même, donc c'est pourvoyeur d'emploi, l'hôtellerie fonctionne quand même très bien. Enfin, il y a les problèmes effectivement de personnel, mais je pense aussi que ces problèmes-là sont aussi dus à la difficulté du travail qui a augmenté avec la crise sanitaire, avec le port du masque obligatoire, je pense. Enfin, moi, je suis assez empathique quand je les vois avec le masque. Alors ça, c'est le constat. Rapidement, des propositions pour contrecarrer tout ce qu'on vient de se dire là. Il y a des exemples qui fonctionnent très bien sur le territoire des Vosges, comme le textile. C'est une filière qu'il faut développer, qu'il faut protéger aussi. Mais ça se passera au niveau national. Il faut la protéger par des normes douanières. C'est un fil conducteur de notre projet. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale avec les mêmes normes sociales, en tout cas. Il y a un exemple qui marche très bien. Jean 89, par exemple, est capable en plus de produire sur place en récupérant des vieilles fripes. Voilà, c'est un exemple de circuit court. C'est ça qu'il faut encourager. Voilà, la filière bois également fonctionne.
Il y a quand même des problèmes de recrutement. Enfin, les maisons maintenant sont obligées d'organiser leur propre centre de formation. Voilà l'exemple de Montfray. Voilà, par exemple Montfray qui doit quand même carrément créer une académie. Ça, on en parlera un petit peu plus tard. Textile aussi est obligé de... Effectivement, il y a beaucoup d'offres d'emploi et il faut réussir par la formation. Ah. Voilà, et c'est une initiative qu'il faut saluer. Ça va résoudre... il a pris, en plus, ce patron a pris tout le monde n'a pas les moyens de mettre 20 millions d'euros sur la table. Stéphanie Villemain, un petit mot sur l'emploi. Alors, l'emploi, d'abord, d'un point de vue national, ça a été une grande victoire au niveau du quinquennat précédent d'Emmanuel Macron, étant donné qu'on est passé de 9,5% à 7,3% de chômeurs. L'objectif est d'aller vers le plein emploi, donc à un taux de chômage de 5%. Comment arriver, comment créer... En fait, on a un problème aujourd'hui d'adéquation entre l'offre et la demande. Une réforme de Pôle emploi en passant en fait sur France Travail. Alors il ne s'agit pas seulement de changer de nom, il s'agit de mettre en fait tous les acteurs, donc les entreprises, les formations, les missions locales autour d'un objectif commun et d'être beaucoup plus efficace dans la proposition. Il y a Un jeune, une solution qui a été mis également en place qui permet de créer, enfin on a eu plus de 750 000 contrats d'apprentissage. Donc ça permet également aux jeunes de se former dans des filières qui sont des filières d'avenir. Principalement des jeunes diplômés. C'est aussi un des reproches qu'on fait à l'apprentissage. C'est très à la marge quand même. Ça profite principalement aux jeunes diplômés. Oui, mais pas que. Il y a aussi dans les filières plus techniques, avant bac, des choses qui sont mises en place. Donc réforme de Pôle emploi pour partir sur France Travail. Et d'un point de vue plus local, je pense, et on a vu, il y a des initiatives qui sont des initiatives locales par, effectivement, de grandes entreprises comme Montfray. Mais je pense qu'il faut justement décliner au niveau local ces initiatives, créer des espèces de groupes de recherche, d'attractivité pour pouvoir attirer en fait, les jeunes, et surtout qu'ils aillent dans des filières qui sont des filières d'avenir. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de génération aussi ? Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas forcément ceux d'hier ? Ils n'ont pas le même rapport au travail. Moi, je vois pas un problème de génération. Ils y voient une pénibilité. Par contre, ce que j'y vois, c'est qu'il faut inciter les personnes qui ne travaillent pas à aller vers le travail, qui ont la capacité pour, parce qu'on sait très bien quand des gens qui sont très éloignés et donc ils ont besoin de passer par l'insertion pour travailler, mais vous avez aussi un nombre de personnes qui aujourd'hui sont au chômage et on l'entend sur le terrain sans faire aucune démagogie. Il faut que le travail paye mieux. Il faut effectivement que quand vous vous levez le matin, vous soyez mieux payé que quand vous êtes au chômage. Et quand on a des frais comme le déplacement qui pèse finalement et qu'en net... à la fin du mois, quand vous enlevez... Donc c'est aux employeurs de faire des efforts, faut être clair aussi. En fait, je pense que c'est à tout le monde de faire des efforts. C'est à la fois à l'État d'avoir un système de réforme de l'assurance chômage. Ça a déjà été fait, c'est-à-dire que quand il y a une recherche d'emploi, il faut effectivement durcir l'accès. Enfin, quand on a un marché de l'emploi qui est en tension parce qu'il y a beaucoup de demandes, il faut que l'assurance chômage soit quelque chose de moins attractif entre guillemets, et au contraire quand il y a des vraies tensions et que on ne sait pas si demain on rentrera plus dans une récession, il faut que les personnes soient couvertes. Donc je pense qu'il y a aussi un outil qui est celui de l'assurance chômage sur lequel on peut jouer. Et de mobilité aussi, parce que beaucoup de jeunes refusent des jobs parce qu'ils sont trop éloignés. Et également du logement. Oui. Quand on est Gérardmer, se loger à Gérardmer ou se loger à la Bresse, les saisonniers, c'est avec une inflation. Et là-dessus, je pense qu'il y a un travail à faire avec Action Logement. Il y a quand même 8 milliards au niveau d'Action Logement, l'ancien 1% logement. Il y a quelque chose à construire également avec Action Logement et les entreprises pour créer des logements en proximité des territoires. Christophe Nejlen, alors je ne vois pas votre compte, donc vous allez me dire en direct. 5 minutes 49. Ouais, vous êtes un peu en retard, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui masque mon écran. Voilà, c'est ma cuisine interne. Un petit mot sur l'emploi donc, de votre côté. Vous avez effectivement passé beaucoup de temps sur cette problématique. Dites-nous, quel est votre constat ? Au niveau national et au niveau local. Au niveau national, le besoin clair d'une réindustrialisation française. On a laissé... Des relocalisations aussi. Exactement. On a laissé partir nos
industries avec une concurrence étrangère et qui peut être déloyale et des fois des normes européennes qui sont largement désavantageuses pour les entreprises françaises. J'ai eu la chance d'habiter aux États-Unis, d'habiter en Chine. Ces deux pays qui ont une mentalité complètement différente, mais qui sont un tant soit peu plus protectionnistes que ce que l'on peut être ici, nous, en Europe. Et quand on voit des exonérations de taxes pour du tissu qui vient du Bangladesh, alors même que l'entreprise française va y être taxée au maximum, on a besoin de revoir cette taxation-là. Elle doit être faite au niveau européen et au niveau français, faire une réindustrialisation, une relocalisation en profondeur de nos industries. D'ailleurs, ça a été un des points plutôt positif de la crise Covid. Non seulement ça a permis de montrer la solidarité des territoires, mais aussi la nécessité de relocaliser. On a de vrais exemples chez nous, 1083 par exemple. Exactement, 1083 que j'ai contribué à installer à Rue-sur-Moselle, à la place de l'ancien Aujourd'hui fait un petit peu... Il y a Konica Minolta aussi qui cherche à relocaliser, mais là encore, il y en a beaucoup. Problème de recrutement. Depuis que je suis élu, c'est 89 entreprises, je ne compte pas les exploitations agricoles ni les commerces, c'est 89 entreprises industrielles que j'ai visité dans la circonscription, toute recherche de l'emploi, de la main-d'œuvre. On a aussi besoin de revoir le retour à l'emploi des seniors et les aider, parce qu'il y a une discrimination quand on est en face d'un recruteur, et beaucoup de seniors, de personnes de 50, 55 ans, vous le diront, énormément de mal à retrouver un emploi du fait de cette discrimination à l'âge. Si on est concret sur le territoire, c'est le sauvetage du site AFPA que j'ai porté, et donc le sauvetage de ces 13 emplois à Remiremont, qui est une entreprise exceptionnelle dans la formation professionnelle. Et quand il était question de fermer ce site AFPA, j'ai rencontré la directrice générale à Paris, on a créé ce village de l'emploi et de la formation, on y a intégré la mission locale et maintenant France Service Public, et ça permet de créer ce village de l'emploi et de la formation. C'est du concret pour le territoire. C'est cette initiative aussi que j'ai prise avec les fédérations qui emploient le plus dans les Vosges et les collèges, en leur disant venez présenter vos entreprises et vos métiers dès la 4e pour inciter les jeunes à la fin du collège à s'orienter vers des métiers où on est sûr qu'ils auront un emploi derrière. Je l'avais fait avec le collège Le Tertre, et d'ailleurs le collège du Tillot l'a repris derrière, et l'a fait avec le groupe. On va reparler de tout ça, la jeunesse et de la formation. Il nous reste un peu plus d'une demi-heure, je vous demande vraiment un effort de concision et puis tenez compte de vos temps de parole les uns les autres, s'il vous plaît. On enchaîne avec donc une autre préoccupation majeure qui est devenue d'ailleurs transpartisane, vous n'allez pas me contredire, c'est la transition écologique. Pour faire face au réchauffement climatique que seul l'inventeur de la mauvaise foi peut aujourd'hui contester, il me semble. Où est-ce qu'on en est? Quelles sont les idées, les bonnes idées à piocher? Béatrice Piérat, vous allez commencer là-dessus. Isolation des bâtiments, choix d'énergie décarbonée, sans oublier évidemment l'appel à la sobriété qui passe, c'est peut-être la première chose qu'il faut faire. Alors effectivement, la transition écologique est un sujet qui m'est cher, puisque moi je suis encartée chez Europe Écologie Les Verts. Et donc dans Europe Écologie Les Verts, il y a l'écologie et les Verts. Alors l'écologie, mais pas l'écologie punitive, puisque régulièrement on taxe notre parti contre l'écologie punitive. Être écologique, c'est aussi être pour la chasse. Je pense personnellement qu'il faut une régulation, notamment vis-à-vis des chevreuils ou des sangliers. Ça fait débat chez vous. Ça fait débat chez nous, mais je le dis ici clairement. Ça fait débat partout d'ailleurs. Parce que c'est une question qu'on me pose régulièrement. On me demande régulièrement si je mange de la viande et qu'est-ce que je pense de la chasse. Donc je le dis sur ce plateau ici. En plus, j'ai un peu de temps puisque je suis un petit peu en retard. Vous faites votre Fabien Roussel, c'est ça? Comme je m'énonce clairement, je prends peu de temps et comme le programme de la NUPES est très clair et très communiqué, il est déjà connu, donc j'ai peut-être moins besoin que mes collègues de parler sur ce plateau. Donc pour revenir au sujet de transition écologique, effectivement, le premier point qui rejoint le sujet du pouvoir d'achat et qui est lié au fait qu'on est quand même dans les Vosges avec des gens qui se chauffent presque 9 mois dans l'année et qu'on a vu à nouveau dans Vosges Matin, notamment Rumont, avec des personnes qui ont manifesté contre l'augmentation des charges locatives, c'est le prix de l'énergie. Donc effectivement, la rénovation thermique des bâtiments, alors je pense aux travaux qui ont été faits de 18 millions d'euros du collège du Banc de Vanier et qui va être à la pointe, alors peut-être jusqu'à des bâtiments positifs,
inauguré en janvier. Il a quelques mois de retard. Oui, mais c'est quand même une belle initiative du Évidemment. département, même si ce n'est pas mon bord politique, je salue les initiatives positives qui sont faites par le département. Et effectivement, tous les sujets autour de la rénovation thermique énergétique qui permettent aux Françaises, aux Français d'économiser de l'argent sur le chauffage, avec l'augmentation actuelle du prix du gaz, ce sont des sujets importants. Alors, quel mix énergétique, ça c'est une question que je vais vous poser à tous les quatre évidemment, quel mix énergétique sur ce territoire spécifique de la 3e circo? Alors, il n'y a pas d'éolienne à ce jour, si je ne dis pas de bêtises, il n'y en aura sans doute pas puisque dans le schéma régional éolien, on interdit l'implantation sur le massif, même s'il y a des éoliennes à Bellefeuille. Donc quel mix énergétique pour vous paraît indispensable pour un territoire tel que celui du massif? Là, vous posez une question à la spécialiste que je ne suis pas concernant le mix énergétique, mais j'allais quand même revenir sur un sujet autour de la transition écologique pour indiquer qu'on est dans un territoire où le tourisme est un secteur d'activité très important et qu'il faut réussir à trouver un compromis entre la présence de l'homme et la nature. Et c'est ça, je pense, qui est peut-être le plus difficile dans notre territoire, c'est-à-dire d'encourager l'emploi, puisque le tourisme est un gros secteur d'emploi dans notre territoire. J'entends du côté de Gérardmer, et Stéphanie Villemain l'a dit tout à l'heure, une forte pression foncière, beaucoup de tensions avec les partis proches de l'environnement sur ces sujets. Je pense que ce que nous défendons, en tout cas du côté de la gauche, c'est la concertation avec les habitants. Il n'y a pas de position dogmatique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a souvent des remarques qui sont faites par rapport à Europe Écologie Les Verts et certaines prises de position qui peuvent être spécifiques à certains maires dans certaines villes. On n'entrera pas dans ce débat ici ce soir. Grenoble, par exemple, ou Poitiers, ou Bordeaux, puisqu'il y a effectivement beaucoup de maires élevés aujourd'hui en France. La situation dans les Vosges... Strasbourg également, qui est plus proche de nous, avec Jeanne Bagdasarian. Mais nous sommes ici dans les Vosges et le sujet de la transition écologique dans les Vosges ne peut pas être abordé comme il pourrait l'être dans d'autres localités. Donc ici, il faut être clair. La position côté NUPES sur la transition écologique, c'est d'abord un compromis et c'est d'abord une réflexion globale. Ce n'est pas une position dogmatique pour imposer certains choix, mais c'est une concertation, comme on l'a fait dans le cadre de la NUPES, où on a fait des concertations entre des partis qui avaient des points de vue qui étaient parfois un petit peu différents, et réussir à avoir un accord avec les acteurs du territoire. Alors, il y avait de l'eau sur le massif, il y en a de moins en moins. On sait qu'un des enjeux, c'est aussi l'énergie hydraulique, qui a beaucoup de mal à progresser. Il y a beaucoup de contrariétés en termes de montage de dossiers. Est-ce que vous êtes pour une simplification des démarches pour l'énergie hydraulique, par exemple? Alors, je pense personnellement, et c'est le cas côté NUPES, que l'eau est un enjeu d'avenir. C'est pour ça que dans le programme de la NUPES, on prévoit un haut commissariat à l'eau. Quand on voit aujourd'hui le niveau... alors, moi, je suis au syndicat, donc je vois surtout le niveau de la Moselotte, mais aussi de la Moselle et aussi de la Vologne dans les autres vallées. Il y a quand même un enjeu important. On est dans un territoire où il faut rappeler qu'il y a beaucoup de personnes qui ont de l'eau de source. Donc l'enjeu autour de l'eau, c'est un enjeu important qui est défendu du côté de la NUPES au niveau national, enfin qui sera défendu au niveau national, et qui est un enjeu pour notre circonscription. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir de la pluie. On peut le dire comme ça. C'est de l'arrosage de surface. Les experts vous diront qu'effectivement le mal est fait. C'est en hiver qu'on recharge les Tout à fait, mais il ne faut pas oublier que pour la vie humaine, l'eau, c'est un besoin vital, comme l'est l'air. Et aujourd'hui, on est très choqués à gauche qu'il y ait des enjeux capitalistiques autour du sujet de l'eau. Donc c'est un point très important. Christophe Nejlen, rapidement, votre point de vue sur... Alors, il y a beaucoup de sujets, beaucoup de tiroirs dans ce sujet-là. C'est un sujet qui est très complexe, très global. Pour répondre à votre question sur le mix énergétique, moi, je suis favorable au maintien des centrales nucléaires, qui est à ce jour l'énergie la moins polluante et qui permettra à la France d'avoir une indépendance. Vous êtes sur la ligne d'Emmanuel Macron. Et qui permet... Ah non, Emmanuel Macron voulait fermer les centrales nucléaires, quand même. Ouais, il y a des EPR qui vont... qui vont rouvrir. Non. Ouais, le nucléaire, on le défend. Mais en fait, la réalité, c'est que... Alors, sur le nucléaire... il faut arrêter avec les lignes de la droite, les lignes de la gauche, à un moment donné, vous savez, les bonnes idées, elles sont l'apanage de personne.
Et moi, depuis que je suis élu et depuis 5 ans que je suis à l'Assemblée, je vote dès lors que ça me paraît cohérent pour le territoire et pour notre pays. Ce qui est sûr, c'est qu'Emmanuel Macron a changé son fusil d'épaule au départ en voulant fermer des centrales nucléaires. Maintenant, depuis la campagne présidentielle, depuis 1 an et demi, grosso modo, plan de relance. en voulant, Monsieur François, vous ne pouvez pas le nier, il y a un plan de relance nucléaire emporté. En rouvrir. Il va l'enfermer. Cohérence totale, par contre, parce qu'il a quand même fermé Fessenheim. Non, mais le projet d'Emmanuel Macron. On va laisser finir Christophe Nejlen. Et donc, aussi l'énergie hydroélectrique, extrêmement important. D'ailleurs, le sénateur Daniel Gremillet, sénateur des Vosges, a fait un très beau rapport, a beaucoup travaillé sur le sujet. C'est aussi un des spécialistes de l'énergie au niveau national et on a la chance de l'avoir ici dans les Vosges. Après, c'est aussi des choses du concret. C'est la proposition de résolution que j'ai co-signée pour le maintien des petites lignes et donc l'utilisation du train. C'est le maintien de la desserte. Je vais vous poser la question. Est-ce que vous êtes pour le retour du train à Gérardmer, par exemple? Non, mais le retour du train à Gérardmer, déjà, on va déjà maintenir la desserte TGV à Remiremont. Après, pour les coûts et le développement, battons-nous, maintenons les acquis. C'est la plus petite desserte TGV de France qui permet à la circonscription d'être à moins de 3 heures de l'héritage de Christian. Ça, c'est du concret. L'héritage de Christian Poncelet, évidemment. Stéphanie Villemain. Alors, rapidement, oui, je suis en avance. Donc, par rapport à l'énergie, mix énergétique, nucléaire parce que énergie décarbonée et énergie renouvelable, éolienne en mer et également multiplié par 10 tout ce qui est énergie solaire. Ensuite, sur l'éolien qui nous concerne beaucoup, même si c'est le territoire de la troisième. C'est de l'éolien en mer. Ouais, mais l'éolien terrestre, il y a toujours un plan quand même en jeu, donc à voir si... Dans le projet, en tous les cas, des années à venir, concernant le mix énergétique, on ne parle... Alors, à la fois, on ne démonte pas les éoliennes, mais on n'en produit pas plus. Enfin, on en installe, ça pour éviter de donner des boutons à votre voisin de gauche. Pas plus. Non, c'est parce que tout simplement, ça fait partie du programme. Non, moi je dis ça. Voilà. Ensuite, concernant l'énergie, il y a aussi un sujet économique. Il s'agit de produire chez nous, et pourquoi pas dans les Vosges, il y a quand même des sujets sur des panneaux solaires, sur des pales d'éoliennes. Le bois dans tout ça. Alors, le bois, il y a les pellets. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une des régions les plus boisées de France. Troisième département le plus boisé. Tout à fait. Il y a quand même un problème au niveau de l'émission en fait, du CO2 au niveau du bois. Donc, effectivement, avoir des chaudières appelées qui aient une énergie effectivement alternative, c'est quelque chose qui à la fois va porter la filière bois et quelque chose qui est bon aussi pour le porte-monnaie. Ensuite, par rapport à la mobilité, évidemment, le TGV, à Remiremont, il faut tous se battre, effectivement, parce qu'il faut désenclaver en fait, la circonscription. C'est les routes, et il y a un projet de loi, enfin, c'est pas un projet de loi, c'est une volonté de la part du président de la République d'avoir de la déconcentration et donc de passer les routes nationales sur, en fait, le département. Donc là aussi, parce que déconcentration, proximité, c'est quelque part de l'efficacité. Pierre-François. Pardon, Christophe Nejlen. Qui paye pour l'entretien si on passe les routes nationales au département. Avec évidemment une compensation, comme ça a été fait au niveau des taxes d'habitation sur le département. Compensations qui seront indexées sur l'inflation, compensations qui seront fixes, parce que la réalité de la taxe d'habitation, c'est qu'on met sous tutelle les collectivités, parce que d'un impôt qui est un impôt dynamique et sur lequel ils avaient une marge de manœuvre, on leur donne une subvention qui reste fixe. Non, elle ne reste pas du tout. Elle reste pas fixe. Elle augmente en fonction. Tous les maires vous diront. Alors, tous les maires de l'opposition, vous le diront. Si on en a. Attendez, à 3, on vous entend plus. Allez-y. Non, je disais qu'à la fois, il y a une augmentation de 2,5% des dotations, et ensuite ces dotations sont aussi en fonction du nombre d'habitants. Donc effectivement, si la commune a moins d'habitants, la dotation baisse, mais la dotation ne baisse pas liée à une baisse ni de l'inflation, c'est tout simplement lié au fait que c'est tout simplement parce que... C'est du fixe qui n'est pas fixe, mais que c'est fixe quand même. Ouais, ça, Pierre-François, un petit mot, donc bon... Rien de neuf chez vous, hein. Vous êtes des fans de l'atome. On ne pourrait pas dire ça, c'est caricatural. On n'est pas des fans de l'atome, on est pragmatique. On estime que le nucléaire, c'est un parachute ventral pour accompagner la transition écologique. Voilà. Il n'y a rien de... c'est pas magique, c'est comme toutes les énergies, il y a du pour, il y a du mauvais. Est-ce qu'à terme, vous imaginez qu'il faudra en sortir quand même ? Non.
Pas à court terme en tout cas. L'avantage du nucléaire, c'est que c'est zéro émission carbone. Et aujourd'hui, c'est ça le danger pour le réchauffement climatique, c'est les émissions carbone. Ce qu'on oublie peut-être de Donc, dire aujourd'hui. Le nucléaire, aujourd'hui, produit de l'énergie pas chère. Est-ce qu'on peut la considérer comme une énergie un peu intermittente quand même aujourd'hui? On parlait de l'eau. Écoutez, il faut de l'eau pour on sait pas de quoi refroidir. Effet. Oui, bah alors d'accord, mais si vous voulez, c'est moindre mal quand même par rapport aux énergies fossiles. Ça nous permet d'être indépendants énergétiquement aussi. Ça a beaucoup d'atouts quand même. Le nucléaire, je trouve, sans passer aujourd'hui, c'est absolument... c'est une bêtise. C'est une bêtise que M. Macron a reconnue d'ailleurs. Je fais l'avocat du diable. La semaine dernière, il y avait 10 réacteurs en France qui étaient arrêtés. Oui, mais alors, donc c'est pas normal. On avait la filière la meilleure au monde. Voilà, on avait la meilleure filière nucléaire. Qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, c'est l'entretien, là, tout simplement. Donc peut-être qu'il y a eu un défaut d'entretien avant, mais voilà. Moi, je pense qu'il y a un changement de philosophie. On a décidé trop tôt de vouloir s'en passer. Aujourd'hui, on s'en mord les doigts parce qu'on n'a plus les ingénieurs capables de tenir ces centrales. Et je pense que c'est catastrophique parce que la Chine arrive à faire les EPR, par exemple, pour reprendre les déchets. C'est ça le problème de l'ingénierie nucléaire, c'est aussi les déchets. Au-delà du danger qui fait peur à tout le monde de Tchernobyl. Mais, et de Fukushima, accessoirement. Et Fukushima, mais bon, ça... Donc des déchets, justement, donc j'en parlais avec le père, du coup c'est dommage parce que les Chinois y arrivent aujourd'hui. Ça veut bien dire que nous on a abandonné en fait cette filière. Et aujourd'hui on le paye parce qu'on en a cruellement besoin. Et en plus, c'est dommage parce que les Français auraient une électricité pas chère si elle n'était pas indexée. Donc là, on peut parler de l'Union européenne qui impose en fait les tarifs au plus cher sur le gaz, en fait, ce qui fait qu'on paye l'électricité cher alors qu'on ne devrait pas la payer cher. Je me permets comme de continuer ce mix parce qu'il n'y a pas que le nucléaire quand même. J'ai défendu la filière, j'ai pris. Voilà, on défend aussi l'hydrogène. Voilà. On en a parlé un petit peu de la ressource énergétique que peut produire l'eau. Et en plus, vous savez, la filière textile, avant, elle était autonome sur le territoire. C'était magnifique. On avait de l'eau, on produisait de l'énergie pour faire fonctionner les machines et on produisait du tissu. Voilà, donc ça fait du circuit court en plus. Donc sur l'écologie, je vais vous dire qu'on a une philosophie radicalement différente des mondialistes. Nous, on défend le localisme parce qu'on estime que le bilan carbone du localisme est quand même largement meilleur que le mondialisme. Parce que quand vous allez vous acheter des produits à un endroit pour les transporter, les fabriquer et les revendre à l'autre bout de la planète, vous réchauffez la planète. Parce qu'un méga-tanker, vous voyez, des énormes bateaux là, j'en ai vu un passer sur une photo pour les transports d'hydrocarbures, c'est absolument colossal, ça consomme un pétrole. Et dans ces tankers, parfois, il y a du bois vosgien qui part en Chine. Ça peut arriver. Voilà. On en vient au thème suivant, très important et qui est totalement dans l'actualité, c'est la santé, avec l'actualité donc bouillante sur la troisième circo, en point d'orgue les urgences qui, vous l'avez tous évidemment noté, qui n'ont pas pu être assurées il y a quelques jours à l'hôpital de Remiremont. Nos confrères s'en sont fait l'écho et nous également, bien évidemment, dans notre journal. Symbole d'un hôpital public à bout de souffle, avec un personnel trop peu nombreux et sous tension, et des perspectives pour cet été qui sont peu réjouissantes, avec le casse-tête des congés. Le constat, les remèdes, on va essayer de faire assez rapide, il nous reste 18 minutes. On va commencer par vous, Stéphanie Villemain. Le constat, les remèdes. Alors, le constat, c'est qu'effectivement, le numerus clausus qui a plafonné la formation des médecins, c'est quelque chose que l'on paye aujourd'hui. Donc en fait, on paye 40 ans de numerus clausus. C'est quelque chose qui a été supprimé. Donc évidemment, aujourd'hui, on forme beaucoup plus de médecins, mais il faut 8 ans pour mettre en place un médecin. On a besoin aujourd'hui, malgré le Ségur de la santé qui a permis d'augmenter entre 187 et 400 euros les professionnels de santé, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, il faut un grand plan, il faut un plan hôpital. Il faut également rapprocher la médecine de ville de la médecine des hôpitaux. Est-ce que le privé doit venir donner un coup de main, pardon de parler trivialement, à l'hôpital public? Soyons très clairs aujourd'hui. Pour moi, il y a une urgence et tout le monde, que ce soit le département, il y a un plan santé au niveau du département, il y a un plan santé au niveau national. Je pense qu'on est tous dans la même galère et il faut absolument arriver à trouver des solutions parce qu'il s'agit de la santé de chacun. Et à Remiremont, c'est aussi avec un dialogue, en essayant de mettre en place un nouveau fonctionnement, qu'on arrivera à trouver des solutions d'urgence. Ensuite, il y a des assistants médicaux, donc un nouveau métier qui a été mis en place. Donc il y a 4000 assistants médicaux qui va arriver en 2022. Donc il y a le court terme, l'urgence. Là, c'est tout le monde autour de la table en essayant de trouver des solutions.
Et sur du long terme, évidemment, de nouveaux métiers et de nouvelles formations. Béatrice Pierrat, est-ce que ça passe aussi par la rémunération? Tout le monde l'appelle de ses voeux, la rémunération de la permanence des soins pour que, effectivement, le métier redevienne attractif. On revient à une problématique de salaire, tout simplement. Alors Jean-François Verrier, vous mettez le doigt sur un sujet qui est quand même un sujet très sensible. Vous avez parlé au début de ce débat de l'augmentation de l'âge moyen dans notre circonscription. Forcément, plus on est âgé, plus on a des risques en termes de santé. Aujourd'hui, du côté de la NUPES, nous pensons que d'une part, la tarification à l'acte, qu'on appelle T2A, pour ceux qui connaissent, celles et ceux qui connaissent. On en est revenu un peu quand même. Est un vrai blocage au fonctionnement adéquat du système hospitalier. On pense également que ce sujet d'accès aux soins et de déserts médicaux est un sujet national. Il n'est pas logique que quand on habite à la Bresse, on se pose plus de questions par rapport à sa santé, qu'on soit obligé d'aller prendre un rendez-vous chez un ophtalmo en dehors du département. J'entends des personnes qui m'expliquent qu'elles vont prendre des rendez-vous à Colmar, à Nancy. L'accès aux soins en zone rurale comme dans notre circonscription, il doit être garanti de la même façon que pour des personnes ça, c'est qui le constat. peuvent habiter... Comment est-ce qu'on fait? Je finis juste ma phrase, merci. De la même façon que des personnes qui peuvent habiter en zone urbaine. Alors, comment on fait? Bonne question. C'est la question. C'est la question. Donc, d'une part, notre proposition est de passer par du salariat, avec des médecins qui seraient salariés. Comment, monsieur Nejlen? Non, allez-y. Je rappelle que vous avez quand même voté contre la loi de financement de la sécurité sociale. Ah, exactement, parce que les moyens ne sont pas assez élevés, et j'ai voté même contre les 5 projets de loi de financement de la sécurité sociale, et j'en suis très fier, parce que les moyens proposés par le gouvernement ne sont pas assez élevés, et pour notre système de santé, et pour la partie dépendance. Stéphanie Villemin, oui. Pardon, Béatrice Pierrat, pardon. Okay. Stéphanie Villemin, Béatrice Pierrat. Donc, au niveau de la santé, il faut effectivement un rééquilibrage pour permettre des moyens et avoir la possibilité d'avoir des hôpitaux qui fonctionnent de façon correcte. Je ne parlerai pas du sujet qui est aujourd'hui dans Vosges Matin concernant l'hôpital de Remiremont qui a quand même créé beaucoup d'émotions dans la circonscription. Et ce sujet de la santé, il doit effectivement trouver des réponses au plus vite, parce qu'aujourd'hui, tel qu'il fonctionne, c'est quand même terrible que dans un pays comme la France, qui est un fleuron au niveau de la santé, parce que pour avoir également vécu dans des pays avec des systèmes capitalistiques où seules les personnes avec des forts niveaux de rémunération pouvaient avoir un accès aux soins, ce que nous défendons, c'est l'accès aux soins pour toutes et pour tous, et aussi pour les plus démunis et pour les plus fragiles. Pierre-François, votre... regard par rapport à la situation d'urgence, sans mauvais jeu de mots, elle est vraiment là, face à nous. C'est le cas de le dire, c'est sûr. Il y a une politique, une volonté d'optimisation à chaque fois des services. Dès qu'il y a deux services qui sont identiques à Remiremont et Épinal, il faut en supprimer un. Donc il y a une vision de l'État, en fait ça vient de l'État, pardon de le dire, mais c'est une volonté quand même de l'ARS de supprimer les hôpitaux de proximité. On le sent bien venir que c'est détricoté en fait depuis plusieurs années. L'hôpital aujourd'hui est abandonné par la politique de l'État. Seul, tout est concentré autour des grands centres urbains, c'est-à-dire les grands CHRU, dont tous les moyens publics, tous les investissements publics. Et discrimination territoriale. Discrimination territoriale. La région exactement. parisienne et le sud-est n'est pas lotier. Ce qui conduit les Vosgiens à aller se faire soigner à Nancy, en fait, même pour les soins les plus basiques. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faudrait contraindre par exemple les jeunes médecins à passer un temps requis sur le territoire? Est-ce que vous êtes sur cette logique-là? On n'est pas dans la punition, mais en tout cas on pourrait attirer des jeunes médecins. D'ailleurs c'est déjà le cas, on a quand même un territoire attractif. C'est agréable de vivre dans les Vosges et je pense qu'il y en aura de plus en plus. Il y a quand même un exode urbain, j'ai vu dans vos colonnes, que ça a été donc bien théorisé. Et moi j'avais cette sensation-là il y a quelques années déjà, cette envie de revenir dans les territoires comme les Vosges. Et donc je pense qu'on arrivera à attirer des médecins, et j'en ai rencontré qui veulent venir. Donc il y a un problème aussi de leur faire la place. Il y a quand même un problème de concurrence, je trouve. Il n'y a peut-être pas assez de concurrence dans les Vosges, du coup, parce que c'est un désert médical. Mais il faut faire sa place. C'est-à-dire qu'ils veulent une structure à chaque fois, comme les maisons de santé. Les jeunes médecins aujourd'hui recherchent plus ça, ce confort, on va dire, faire le même volume horaire que leurs aînés. Voilà. C'est pour ça qu'il en faudrait beaucoup plus, du coup, parce que... Mais je veux que ça reste une médecine de ville, une médecine libérale.
et pas que ce soit, comme des fois on le voit dans les maisons de santé, voilà, avec un département qui prend en charge la rémunération du médecin. Je pense que c'est une dérive, il faut rester sur, mais sur des médecins libéraux. s'ils ne viennent pas, quelles sont les solutions? Vous avez beau dire, voilà, montrons que nous sommes attractifs. Nous, on le sait, quand on fait des reportages sur les jeunes internes qui arrivent ici, si vous faites un micro-trottoir, je peux vous garantir que vous avez 2 internes sur 3 qui vous disent, bah non, je ne resterai pas dans les Vosges. Et ils vous le disent clairement. Donc, il faut des zones franches fiscales, voilà, les attirer fiscalement. Et puis, mais j'ai envie de dire, c'est pas le débat central, là, parce que ça marche pas. L'urgence, les primes à l'installation, ça marche pas du tout. Dans tous les cas, c'est l'hôpital qui faut sauver. C'est l'urgence, en fait, c'est les urgences pour moi. L'axe central majeur là, qui stresse la population, c'est que vous avez un pépin de santé au-delà de 18 heures. Vous êtes dans les Vosges, vous êtes dans la Muise. Voilà, c'est ça la réalité aujourd'hui. Donc derrière l'optimisation des soins et leurs grandes réformes, on va bien gérer, on est des bons gestionnaires. Derrière des chiffres comptables, il y a l'humain derrière quand même. Donc à la fin, au bout du bout, c'est les habitants des Vosges qui trinquent parce qu'il n'y a pas d'urgence au-delà de 18 heures. C'est ça le problème à Remiremont, parce qu'ils ont des urgences de journée. Alors c'est quand même... je suis désolé, Christophe Négelène, rapidement. Je suis désolé. Moi, depuis 5 ans, c'est le sujet sur lequel je me suis le plus engagé et je suis le plus intervenu. J'ai passé 40 heures à l'hôpital de Remiremont, 2 heures par service. J'étais encore 1h30 avant-hier suite à la problématique des urgences, à la demande même des aides-soignantes et des infirmières. Et j'avais demandé au directeur de l'hôpital de me rejoindre. La réalité des choses, c'est que le numerus clausus, la suppression du numerus clausus n'a pas marché, cette transformation en numerus apertus, parce que derrière, les universités sont en incapacité de former les possibles étudiants qui voudraient aller en médecine. C'est la réalité. Si vous discutez... de vous couper, le numerus clausus a sauté il y a 2 ans. Donc maintenant, il faut 8 ans. Si vous laissez juste... Le problème, c'est que dans ces 2 ans-là, il n'y a pas plus, renseignez-vous sur les chiffres, demandez aux universités, il n'y a pas plus d'étudiants en médecine aujourd'hui, avec la transformation du numerus clausus en numerus apertus, qu'il y avait il y a 2 ans. Donc, il faut simplement faire sauter ce plafond de verre. Il n'est pas normal qu'un gamin qui a d'excellentes notes pourrait être médecin, mais parce qu'il est 990e au lieu d'être 989e, c'est trop sélectif. On a besoin d'ouvrir et de former beaucoup plus de médecins en France. C'est la seule solution demain. À moyen terme, réduire, parce que on parle de là à 5, 6, 7 ans. Oui, mais c'est la seule solution. Et à un moment donné, quand j'entends la majorité dire « oui, mais ça fait 40 ans », oui, mais ça fait 5 ans que vous êtes au pouvoir, cette transformation ne suffit pas, il aurait simplement fallu ouvrir les vannes, avec bien sûr toujours un certain niveau d'exigence, parce qu'on est dans des études importantes de médecine, mais ça n'a pas été fait concrètement. Et concernant les urgences de Remiremont, je suis désolé, monsieur François, c'est pas vrai. Ce sont les urgences pédiatrique pour les personnes... J'ai manqué de précision. D'accord, c'était les urgences pédiatriques. Les personnes pédiatriques pour les personnes entre 1... les enfants de 1 à 15 ans. Moins d'1 an, ils sont pris en charge n'importe quelle heure du jour et de la nuit, les week-ends, par les médecins. Voilà. C'est une graduation d'urgence. Et même entre 1 et 15 ans, le médecin urgentiste qui est présent aux urgences de Remiremont va vérifier si on est dans une urgence vitale. Bien entendu qu'ils le prennent. Il ne faudra pas aller à Épinal. Donc, aujourd'hui, on sait que la situation est compliquée. Par contre, moi, ce que je veux... Vous êtes pris en charge, on l'a vu hier, vous êtes pris en charge et il n'y a pas de place à Épinal. Oui, mais ce que je veux dire, monsieur François, c'est les aides-soignantes, les infirmières et même les médecins à l'hôpital de Remiremont, ils essayent de faire un travail de dingue. Et la réalité des choses, c'est que c'est pas en allant manifester devant l'hôpital, en leur mettant une pression supplémentaire monstre, qu'on va arranger les choses, parce que derrière, ce sont des internes. Vous savez, quand j'ai fait le tour de l'hôpital, vous aviez le docteur Renaud qui m'a dit « Mais moi, il n'y a aucun souci. Quand on a des internes à l'hôpital, on arrive à les garder parce qu'on arrive à leur vendre notre territoire, on arrive à leur vendre l'hôpital de Remiremont. Par contre, il faut qu'on ait les internes. » Et c'est là où on a un problème avec l'ARS et avec le médecin répartiteur du CHU de Nancy, qui ne nous envoie pas assez d'internes ici à l'hôpital de Remiremont. Et c'est un vrai combat du quotidien. J'avais dû intervenir pour qu'on ait les 3 médecins urgentistes. Pourquoi ? Parce que pour avoir les internes urgentistes, parce que pour avoir des internes urgentistes, la règle dit il faut 26 000 passages an. À Remiremont, on n'avait que 22 000 passages. Et donc, de facto, ils ne nous avaient pas mis d'internes en médecine des urgences. Et j'avais dû intervenir auprès de l'ARS pour justement... des rigidités administratives, effectivement. Et c'est du concret. On pourrait passer 1 heure là-dessus, pardon. Sur les soignants qui ont été virés
de manière très brutale. Ah mais je peux vous dire... Parce qu'on en aurait besoin en fait là aujourd'hui, Ah non, franchement. mais parler des soignants non vaccinés. Hein. Oui, mais laissez-moi répondre. Vous savez que l'une des raisons, moi je trouve anormal qu'on ait demandé à des soignants de venir travailler alors qu'ils étaient malades et derrière de leur dire vous n'êtes pas vaccinés, eh ben on vous vire. Donc moi je suis pour la réintégration de ces soignants-là. Voilà, c'est clair. Allez, il nous reste très peu de temps. On en vient à l'un des grands marqueurs de cette circonscription, le tourisme. On l'a déjà évoqué, qui connaît des jours fastes depuis la crise sanitaire. Les Vosges et son massif sont très recherchés. Le conseil départemental et quelques collectivités comme la ville d'Épinal en font d'ailleurs la promotion sur les ondes nationales, avec un danger que certains ont mis en avant, à savoir une surfréquentation susceptible de dénaturer cet écrin. Votre point de vue, vos propositions, mesdames, messieurs, je vous demande encore une fois de faire preuve de concision en regardant un petit peu les chiffres derrière vous. Allez, Béatrice Pira. Alors le tourisme, effectivement, un atout pour notre circonscription avec Gérardmer, avec la Brèche. Je pense aussi au Thillot où j'étais samedi, où monsieur le maire nous expliquait de la force touristique du Thillot. Et puis, il ne faut pas oublier que le tourisme, c'est aussi de l'emploi, puisqu'à travers le tourisme, on a la restauration, l'hôtellerie, bien sûr, auquel on pense, mais également les équipements, donc le bâtiment, avec la rénovation des différents gîtes et autres événements. Alors, le tourisme, c'est quoi ? Ça doit être un équilibre. De notre côté, nous pensons que le tout-ski n'est pas une solution aujourd'hui. Pourquoi ? D'une part, parce qu'avec le réchauffement climatique, on a des enneigements qui peuvent être variables. Alors cette année, on a vécu un hiver assez favorable pour l'industrie du ski, mais ce n'est pas forcément le cas tous les ans. Et l'idée est de partir sur un tourisme 4 saisons, ce qui est le cas. Un tourisme plus respectueux de la nature. Tout le monde est sur cette ligne-là. Ouais. Et d'en faire effectivement un atout fort pour la vie en Vosges, comme on peut le dire. Et pour promouvoir cette activité dans notre circonscription. Christophe Negelen, la région a signé une convention avec son homologue de Bourgogne-Franche-Comté, vous êtes bien placé pour le savoir, sur notamment l'adaptation au changement climatique, la biodiversité. Il y a de l'argent en jeu avec l'État également. Ça veut dire qu'on croit évidemment au tourisme sur ce massif. Comment faire pour ne pas que la poule aux œufs d'or ne passe de vie à trépas? Alors déjà, toujours pareil, au niveau national, un amendement que j'avais déposé, l'augmentation de la DGF, donc la dotation pour les collectivités dès lors que c'est une commune touristique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la DGF est calculée en fonction du nombre d'habitants. Quand vous êtes une station ou un village touristique, vous avez de facto beaucoup plus de fréquentation, donc il n'est pas normal que les dotations de l'État soient au même niveau. Ça a été refusé 5 ans de suite. Je vais continuer à apporter cela parce que l'entretien des routes, l'assainissement, tout ce qui fait que les citoyens vivent au quotidien dans leur commune, de facto est beaucoup plus utilisé. Donc on doit donner des moyens supplémentaires aux communes touristiques. Après le développement du tourisme toute saison, maintenant pas, mais toute saison, en effet, c'est dans l'air du temps. Et la réalité des choses, c'est que les entrepreneurs vosgiens le font depuis bien longtemps et ont été bien en avance. Cette marque Je vois la vie en Vosges permet aussi, qui a été fait à l'époque du président Poncelet, permet de faire parler des Vosges bien au-delà des frontières régionales et nationales. Et on se rend compte, la France est non seulement le pays qui accueille le plus de touristes au monde, mais les Vosges est l'une des destinations les plus touristiques de toute la France. Pierre-François, un mot là-dessus. Est-ce que vous parleriez de surfréquentation parfois? Est-ce qu'il peut y avoir un problème certains week-ends avec trop de monde sur ce massif qui, Je pense que la surfréquentation, c'est pas un problème, c'est un atout. Voilà, il faut dire les choses clairement. Ceux qui se plaignent de la fréquence. Ça peut le devenir, si ce n'est pas canalisé. Pour ceux qui habitent sur place, oui. Il faut gérer les flux. Effectivement, vous parlez à quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a déménagé de la vallée de la Bresse, en fait, pour aller se mettre plutôt dans la vallée de la Moselle, qu'il considère comme plus tranquille. Donc, effectivement, mais c'est une gestion des flux. Et je pense que la fréquentation, il faut la transformer en revenu. On a vu que la fréquentation, quand les stations de ski étaient fermées, ça générait zéro revenu. Et c'est un réel problème. Et ça, je pense que c'est resté en travers de la gorge de pas mal de Vosgiens d'avoir fermé les stations de ski. Donc c'était très mal compris d'ailleurs. Voilà, ça a été mal compris. Par les stations, oui, ça a été mal compris par tout le monde, même dans les vallées. Quand on est dehors, jusqu'à Nancy, c'était mal compris d'ailleurs. Mais ça a ému tellement de monde que le problème va être réglé. Il y avait un non-sens. Et qu'il y a des investisseurs quand même qui se sont intéressés. Donc évidemment que c'est quand même quelque chose qui est pris en considération. Stéphanie Villemain. Le tourisme et juste à éloigner également les gens de l'emploi, puisque le fait de fermer les stations, ils ne sont pas revenus. Ceux qui avaient l'habitude de travailler dans ces stations ne sont plus revenus. Le tourisme est une vraie chance pour la circonscription. La question, c'est effectivement de faire cohabiter
les touristes et les personnes qui vivent, parce que les effets pervers, ça va être sur le logement, la circulation. Donc par rapport à ça, je pense qu'il faut avoir une réflexion d'ailleurs qui soit globale sur l'ensemble du massif des Vosges, à la fois pour ce tourisme 4 saisons, mais pour un tourisme différencié. Je pense qu'il ne faut pas que, on se fasse concurrence dans le massif, mais au contraire, il y a des réflexions qui sont menées, il y a des plans qui sont menés par rapport à ça. Donc, diversification pour pouvoir étaler finalement le tourisme sur, pas seulement que sur Gérardmer ou sur la Bresse, c'est créer des filières de réflexion communes. Et c'est, ce que je disais dans mon introduction, par rapport au logement, créer des logements spécifiques avec des fonds qui existent, qui peuvent être ceux d'Action Logement, pour que les habitants puissent continuer à rester et que ça ne devienne pas des résidences secondaires ou des communes qui soient uniquement dont uniquement les touristes puissent... Voilà. Comme à Gérardmer, où les habitants sont obligés carrément de fuir leur ville. Il y a le sujet de la route des crêtes, donc il y a les mobilités douces. Comment est-ce qu'on crée des liens entre les plus petites stations, les mobilités douces, le vélo. Enfin, voilà, il y a des choses à réfléchir globalement, une fois de plus, avec tous les acteurs, parce que je crois que les solutions, elles se trouvent en commun. Tiens, question qui me vient, encore une fois. Le Grand Tétras donc, a quasiment disparu. Il y a un plan, vous avez tous entendu parler de ça, j'imagine, qui est en préparation pour éventuellement en relâcher quelques-uns. Est-ce que vous êtes pour ou contre? C'est aussi simple que ça, alors que le temps qui nous est imparti est écoulé. Mais ça me paraît intéressant d'avoir votre opinion là-dessus, Madame Pierrat. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, ce sont des grands tétras scandinaves qui viendraient tenter de repeupler. Les associations écologistes, la plupart ont déjà dit que c'était totalement vain et que ça ne paraissait pas... Je ne veux pas conditionner votre réponse, mais en tous les cas, c'est ce qui a été dit. Toute action en faveur de la biodiversité, également du tourisme, parce que je rappelle qu'il y a aussi des gens qui viennent parce qu'on a... de la faune. On a une faune qui est quand même assez spécifique. Donc toute action en faveur de ces éléments est positive de mon point de vue. Christophe Negelen. Concernant le plan spécifique pour le Grand Tétras, il faut regarder un peu plus en détail parce que je le connais pas particulièrement. Mais si même les associations qui sont en lien direct régulièrement avec le Grand Tétras disent que ça ne lui permettra pas de survivre, je vois pas l'intérêt si c'est pour qu'il meure quelques temps plus tard. Stéphanie Villemain. Je suis pour la biodiversité, mais pareil, je ne connais pas le fond du dossier, donc je ne vais pas m'exprimer plus en fond. C'est le symbole du massif, Pierre-François. Voilà, vous l'avez dit, c'est le symbole du massif. Je pense que c'est quand même intéressant de le défendre. Alors, si j'ai bien compris, moi, en tout cas, le Grand Tétras est quand même sauvage. Il y a quelque chose à tenter. En tout cas, c'est ce que les ingénieurs et les spécialistes ont dit pour le PNR des Vosges. Il y a quelque chose à tenter avec le Grand Tétras. Ce qu'il faut, c'est protéger son environnement, protéger son espace de vie qui est menacé par d'autres gibiers. Le symbole aussi de cette circonscription, c'est peut-être la ville de Plombières-les-Bains, qui concentre un peu toutes les thématiques qu'on vient d'évoquer, et notamment le quid des thermes. Napoléon de Plombières-les-Bains, en espérant une ouverture début juin. Donc tourisme, économie, voilà. Stratégie autour de l'eau. Je pense que par rapport au tourisme, c'est important de créer. En fait, je pense qu'il faut que l'on crée plus des filières. Tourisme de l'eau, la montagne, la moyenne montagne, le VTT, des choses transverses. Moi, je pense qu'il faut se nourrir les uns les autres, être dans la complémentarité et dans la... Toute dernière question, je regarde un petit peu le temps de parole. Madame Villemain, vous avez un petit peu d'avance. Sur la jeunesse, alors on en a quand même parlé à travers plusieurs thèmes. Dernier mot là-dessus, question simple, Béatrice Pierrat, comment est-ce qu'on forme, est-ce qu'on garde ou est-ce qu'on attire des jeunes pour faire vivre notre territoire à court et moyen terme? Vous posez effectivement une bonne question, puisque ici on a vu qu'on était 4 à être partis du département pour des raisons que ce soit d'études ou des raisons professionnelles. Donc il y a une vraie question concernant l'attractivité du territoire. On a parlé de quelques pépites. Et on en rencontre régulièrement avec des initiatives. On a parlé de 1083, mais je pense aussi à d'autres initiatives qui ont éclos dans la circonscription. Et le but est de donner un avenir à nos jeunes pour leur montrer que tout est possible ici. Et aujourd'hui, je pense qu'avec des nouvelles façons de travailler, je fais partie de ceux qui travaillent en télétravail, donc qui peuvent être dans les Vosges en ayant un emploi en Île-de-France, ça montre que c'est possible. Vous n'avez pas de zone blanche en Île-de-France?
Il y a aussi des zones blanches en Ile-de-France, mais quand même, je tiens à le préciser. Mais effectivement, c'est une façon d'envisager la vie qui peut être aussi différente, puisqu'on a, comme on l'a dit ici ce soir, un cadre de vie exceptionnel. On s'en rend d'autant plus compte quand on en est loin. Et c'est aussi un attrait pour nos jeunes qui peuvent profiter d'activités de loisirs et des activités sportives qui peuvent être faites pendant les 4 saisons, en même temps qu'avoir une activité professionnelle. Pierre-François, un mot sur cette jeunesse qui ne peut être que l'avenir du territoire. Voilà, vous l'avez dit, la jeunesse, c'est l'avenir. La meilleure manière de maintenir les jeunes sur ce territoire, c'est de conserver des infrastructures solides, c'est-à-dire la desserte TGV, les hôpitaux, puisque si vous voulez que les jeunes s'installent et restent, donc produisent des enfants, il faut qu'il y ait un système de santé, des écoles. Non, mais il faut que l'environnement soit là pour qu'ils puissent s'épanouir et se projeter. C'est-à-dire que si vous n'avez pas les services publics de base, vous n'attirerez pas les jeunes. Ils seront obligés d'aller dans les centres urbains. Voilà, ça a été le cas de ma famille. Il y a un moment, la carrière emmène de toute façon dans les centres urbains. Et donc, il faut permettre aux jeunes d'avoir des opportunités. On avait un grand plan, nous, en tout cas pendant la présidentielle qu'on a défendu. C'était un crédit offert aux jeunes couples et à 0%. Et une fois qu'ils avaient le 3e enfant, on en faisait cadeau. C'est ce qui se fait d'ailleurs en Hongrie. Ça fonctionne très bien. Christophe Nejlen, 20 secondes là-dessus. Vous voyez, vous êtes un peu en avance et Stéphanie Villemain, je préviens tout de suite encore plus. Extrêmement important. La jeunesse, c'est la richesse de notre territoire. Donc, au niveau national, d'ailleurs, ils ont vécu une crise Covid très compliquée. Et même dans les Vosges, c'est pour ça d'ailleurs traumatisante psychologiquement. Exactement. C'est pour ça que je me suis battu pour le maintien des lits pour la pédopsychiatrie à Ravenel. Donc, la nécessité aussi de les maintenir grâce à l'emploi, et ça rejoint le thème qu'on a dit tout à l'heure, des métiers attractifs, des jeunes, leur expliquer aussi tout l'avantage de notre territoire et des métiers en concordance avec leur formation, donc des formations sur les territoires en concordance avec les métiers, et on aura une jeunesse qui restera parce qu'elle est attachée aux Vosges, elle a ses racines ici, et parce qu'on a un territoire qui est magnifique où il fait bon grandir. Stéphanie Villemain, vraiment de manière très courte. En une phrase, la clé, c'est le développement économique. Notre jeunesse restera sur le territoire à partir du moment où elle a de l'emploi et des perspectives. Bien, il est temps de conclure. Alors, je m'en soumets à votre jugement. Vous avez de fait 2 minutes de retard, Béatrice Pirat et Pierre-François. Est-ce que vous voulez, avant le dernier mot, récupérer un petit peu de ce temps de parole sur d'autres sujets, ou est-ce qu'on conclut directement? Je m'en remets à vous, pour le coup. Là. Moi, je veux bien aborder un sujet qui m'est cher. Dites-moi. C'est celui de la retraite, des réformes d'Emmanuel Macron qui vont être mises en œuvre. On avait parlé, j'avais pu rebondir, des seniors qui sont en inactivité à partir de 55 ans. Et que si on prolonge le départ à la retraite à 65 ans, on va créer des gens très pauvres. En fait, c'est un drame social qui se voit, en fait, que j'envisage. La problématique du chômage des seniors. Donc, voilà, la problématique du chômage des seniors qui ne va pas avec cette réforme des retraites qui va appauvrir les gens, puisque dans le calcul, quand ils vont demander leur retraite, ils vont faire un calcul et les 10 dernières années vont compter. Et ça va compter à la baisse, en fait, sur leur retraite après. Donc on reste à 60 ans, mais comment on finance? C'est toujours la même problématique. Alors, le financement, nous, on avait des solutions. C'était déjà le rétablissement de l'ISF, par exemple. Il avait été supprimé par Emmanuel Macron. Comment on peut financer en luttant contre la fraude? Il y a beaucoup à faire sur la fraude sociale, notamment. Aussi l'évasion fiscale. Il faut lutter contre l'évasion fiscale. Ça rapporte énormément il y a énormément d'argent qui s'en va de notre pays. Et voilà, dans les principales propositions, c'est ça. L'ISF ici, je pense pas que c'est... Ouais, l'ISF... je pense qu'il y en a qui le payent. Il y a quand même, effectivement, certains qui le payent. Béatrice Pirat. Alors effectivement, un thème qui n'a pas été abordé ce soir et que je souhaiterais aborder avant qu'on arrive à la conclusion, c'est la 6e République, qui est un thème très cher à l'ensemble des partis de gauche et notamment Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi? Parce qu'on voit aujourd'hui qu'on arrive à une démocratie à bout de souffle. On a parlé de fort taux d'abstention lors des différentes élections, que ce soit ici dans notre circonscription, mais également sur tout le territoire national. Donc par rapport à cet élément, 2 choses. Le référendum d'initiative citoyenne, le fameux RIC, qu'on ait la possibilité de prendre des décisions en impliquant au maximum les citoyennes et les citoyens, et également la mise en place de la 6e République avec une réforme de la Constitution, puisqu'on est quand même sur un mode de fonctionnement qui date du général.
on est quand même en 2022, il faut qu'on s'adapte à la vie actuelle et qu'on fasse des évolutions pour faire vivre notre démocratie. Avec de la proportionnelle très large, voire totalement totale. Avec de la proportionnelle très large, notamment sur les élections départementales, pour avoir une représentation qui soit beaucoup plus réaliste par rapport à ce que les gens mettent dans les urnes. Et puis, sur les législatives spécifiquement, proportionnelle absolue aussi ou pas? Alors sur les législatives à discuter, pour l'instant on est sur un mode de fonctionnement qui est celui qu'on connaît pour les élections qui nous concernent le 12 et le 19 juin 2022. Mais pour qu'on que les gens reprennent contact avec la démocratie et que les gens vivent la politique, parce que quand on fait, comme on le fait aujourd'hui, campagne, on voit beaucoup de gens qui sont déçus de la politique, qui en ont marre d'avoir des politiciens de métier, des gens qui cumulent plusieurs mandats, qui ne leur correspondent pas, et il faut répondre à ces aspirations des citoyennes et des citoyens. Très bien. Il est donc temps de conclure, mesdames, messieurs. Je vous remercie par avance. Je le referai dans quelques instants. On a procédé à un nouveau tirage au sort pour savoir qui conclurait en premier. C'est donc Stéphanie Villemain qui a une quarantaine de secondes pour essayer de conclure et de convaincre les téléspectateurs qui voteront les 12 et 19 juin. Chères Vosgiennes, chers Vosgiens, les 12 et 19 juin, vous aurez un choix déterminant à faire pour l'avenir de la France et l'avenir des Vosges. Vous aurez ou la possibilité de conforter le président de la République en lui donnant une forte majorité pour pouvoir gouverner le pays, ou si ce n'est pas le cas, ce sera une cohabitation qui sera dommageable pour l'avenir de la France. Je serai et je suis la candidate pour la majorité présidentielle. Je veux porter cette majorité forte à l'Assemblée nationale, mais je veux également pouvoir défendre le territoire des Vosges, pouvoir défendre ces belles montagnes et pouvoir porter au niveau national, grâce à mes entrées au niveau des ministères, parce que je fais partie des instances les plus hautes de Renaissance, je veux pouvoir apporter tout ce réseau aux Vosges pour que les Vosges puissent aller de l'avant et être une terre d'avenir. Christophe Nejlen. Simplement dire à tous les habitants, tous les électeurs de la 3e circonscription des Vosges que depuis 5 ans, je me suis investi pour la circonscription à l'Assemblée nationale et sur le territoire, et que la réalité des choses, c'est que la vie, elle n'est pas blanche ou noire. D'un côté, on va avoir une candidate qui a signé une charte d'engagement, s'engageant à aller dans le sens de toutes les réformes gouvernementales, et dès lors qu'elle ne le ferait pas, elle serait accusée de déloyauté et même exclue de son parti. Et de l'autre, des représentants de partis politiques qui disent non à tout, on l'a vu pendant 5 ans. Je compte garder ce cap pragmatique, de bon sens, pour l'intérêt des Vosgiennes et des Vosgiens, pour le territoire. Et c'est pour ça que le 12 et le 19 juin, je vous enjoins à voter Christophe Nejlen et Nadine Perrin, ma suppléante, maire de Basse-sur-le-Rue. Pierre-François, c'est à vous. Oui, donc mesdames et messieurs, les 12 et 19 juin, vous allez vous rendre une dernière fois aux urnes. Après la présidentielle, vous avez encore l'opportunité d'exprimer votre mécontentement que vous avez déjà exprimé pendant la présidentielle. Vous allez pouvoir défendre, par ma candidature, à travers ma candidature, vous allez pouvoir défendre vos services de proximité, notamment celui de la santé, les hôpitaux, les urgences, tout ce qui vous a été enlevé, parce que vous payez beaucoup d'impôts, mais tous vos services publics s'en vont. Donc je vous propose de voter sur ma candidature, voter Pierre-François pour que vous soyez fortement entendu à l'Assemblée nationale autour d'un chef qui s'appelle Marine Le Pen, qui porte un projet radicalement différent de celui d'Emmanuel Macron. Ce projet-là, vous avez l'opportunité de le défendre, en tout cas pendant les 5 prochaines années qui viennent. Vous n'aurez plus l'occasion, en tout cas, de démocratiquement vous opposer à ce projet. Il faut le faire, il faut vous mobiliser. Mobilisez-vous, votez Pierre-François les 12 et 19 juin. Merci. Béatrice Piérat, vous concluez la conclusion. Je conclue la conclusion, j'ai bien de la chance. Donc, les 12 et 19 juin, chères Vosgiennes, chers Vosgiens, vous avez le bulletin de vote qui vous permet de changer l'avenir. Changer l'avenir, c'est quoi? C'est voter pour un programme d'union de la gauche qui est très clair, puisqu'il a été décrit, avec des mesures fortes sur le pouvoir d'achat, sur l'emploi, sur la protection de l'eau, j'en ai parlé ici, sur la mise en place d'une nouvelle constitution. Vous avez les moyens de faire bouger la République, vous avez les moyens d'agir. Et pour faire cette évolution, choisissez Béatrice Piérat avec mon suppléant Gilles Bilot,
garde forestier à Gérardmer. Nous sommes en contact avec le territoire puisque nous sommes maillés avec un collectif qui s'appelle Agir pour le bien commun, qui est très présent sur le territoire. Nous sommes aussi représentants de l'Union de la gauche, une force politique forte pour changer la politique mise en place aujourd'hui par le gouvernement. Merci à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation. Merci à Estelle Lemerle-Cohen, donc chef d'agence à Vosges Matin, et à son journal de participer à ces débats. On se donne rendez-vous mardi prochain pour un débat sur la première circonscription, celle d'Épinal. On vous souhaite une excellente soirée. On remercie notre réalisateur Vincent Louis ainsi que toutes les équipes techniques qui vous ont permis d'assurer cette retransmission. Et on se dit donc à la semaine prochaine. Merci encore, mesdames, messieurs. Merci à vous. Merci. Bonne soirée.